Bonjour mesdames et messieurs, d'abord merci d'être présents si nombreux et puis dans cette belle salle. Merci à monsieur le directeur des archives, merci au personnel des archives d'avoir accepté de m'accueillir ici pour parler d'un travail qui m'a occupé pendant 10 ans, puisque j'ai commencé cette recherche en juin 2014, par hasard en fait. J'étais professeur au service éducatif des archives départementales de la Dordogne depuis octobre 2000, et nous étions dans le cadre du centenaire de la Grande Guerre, et on préparait une exposition, donc le service éducatif était associé avec la préparation de cette exposition. 2014, c'est une année chargée en souvenirs jaurétiens, puisque c'était le 100e anniversaire de l'assassinat de Jaurès, et il y avait de très nombreuses publications qui paraissaient à ce moment-là, et notamment dans la revue de l'Histoire, un article de Gilles Candard, qui préface mon ouvrage, président de la Société des études jaurétiennes, qui parlait de la famille de Jaurès. Et c'était un aspect qui m'a passionné. J'ai trouvé ça tout à fait innovant, parce que c'est vrai que Jaurès, c'est un personnage, vous allez voir, qu'on connaît forcément très bien dans son action politique, mais dans la sphère intime, c'est toujours plus compliqué. Et en lisant Gilles Candard, j'ai découvert que le fils de Jean Jaurès, donc son deuxième enfant, Louis Jaurès, était né le 27 août 1898 à Nontron, dans une sous-préfecture du département de la Dordogne, capitale du Périgord vert, pour ceux qui connaissent peut-être. Voilà. Alors je vous avoue que je n'ai pas cru au départ Gilles Candard. Je dis, qu'est-ce qu'il raconte, hein, qu'est-ce que viendrait faire Jaurès en Dordogne, parce que franchement, ça me semble étrange quand même. Alors j'avais la chance de pouvoir aller dans les magasins, là, c'est du vocabulaire d'archiviste. Et au deuxième niveau, il y a la collection du greffe au niveau de l'état civil. Et en fouillant, je vois encore le moment, parce que c'est vraiment un moment magique pour moi. Je suis allé dans les allées, j'ai franchi donc une salle, et puis dans une des travées, j'ai sorti le registre d'état civil de la commune de Nontron. Et en ouvrant ce registre à l'année 1898, aux naissances, je suis tombé sur cet acte qui mentionne la naissance de Jaurès Paul Auguste Marie-Louis, fils de Jean Jaurès, et au bas de l'acte, la signature de Jean Jaurès. Et je vous avoue que tout a commencé là pour moi. Ça a été vraiment une très forte émotion, parce que c'est pas tous les jours qu'on peut voir de ses yeux la signature du grand Jaurès, et ça a été vraiment le point de départ et une interrogation. Alors, au départ, je voulais faire une étude sur les liens de Jaurès avec la Dordogne, mais je me suis rapidement aperçu qu'il n'y avait pas grand-chose à raconter. Jaurès vient, j'en parlerai, mais c'est de manière un peu anecdotique. Ça se déconnecte. Ça se déconnecte. C'est pas grave. Voilà, très bien, merci. Alors, du coup, je me suis dit, le sujet en soi, c'est peut-être pas Jaurès, et c'est peut-être autre chose. C'est ce que j'avais pas remarqué au début, c'était la signature à côté de Jean Jaurès, une signature un peu étrange, un E, il y a une espèce de cercle comme ça. C'est la signature du beau-père de Jaurès, le grand-père de l'enfant, qui s'appelle Eugène Bois. S'appelle de son nom Jean Bois, mais son nom d'usage c'est Eugène, en fait, il signe Eugène. Et il est sous-préfet de Nontron à l'époque. C'est pour ça que l'enfant naît à Nontron. Alors j'y reviendrai rapidement sur les conditions. Et j'ai découvert également qu'il était du Cantal. Et ça, je vous avoue que ça a été la deuxième qualité que je lui ai trouvée, puisque je suis moi-même du Cantal. Et ça m'a donné vraiment envie d'en savoir plus, parce que j'adore les archives départementales d'Aurillac, et aller fouiller sur Eugène Bois et sa famille, ça a été un plaisir. Voilà. Alors j'étais pas jaurétien, on va dire, spécialiste de Jaurès. J'étais un prof d'histoire géo dans un lycée de Périgueux, et j'avais pas prétention à écrire sur Jean Jaurès. Il y a des gens bien plus compétents, bien plus savants que moi pour écrire sur ce sujet. Pour autant, le sujet m'a intéressé, et je me suis demandé, mais comment aborder
une enquête autour de ce lien entre Jaurès, la Dordogne, son beau-père, etc. Je me suis donc lancé dans une écriture biographique autour du beau-père. Alors, je vais commencer un peu à dire mes notes, je suis désolé, mais j'ai mis un peu au propre ce que je voulais vous dire. Je suis parti de l'ouvrage de Gilles Candard et Vincent Duclercq, qui est la biographie qui a été publiée donc, chez Fayard en 2014. Et c'est là que j'ai trouvé peut-être la réponse à ma question. En 2014, dans cette biographie, Gilles Candard et Vincent Duclercq posent une question qui est intéressante, je trouve. Je vous la cite. Faut-il explorer la personnalité de Jaurès au-delà du personnage public? Est-ce possible? Est-ce souhaitable? C'est une question fondamentale. La question en apparence, elle est simple. Mais elle n'est pas sans poser des problèmes, en fait. Des problématiques intéressantes autour de la connaissance du personnage de Jaurès. Alors, si on reprend leur questionnement à Gilles Candard et Vincent Duclercq, ils se divisent en deux, en fait. Est-ce possible? Autrement dit, est-ce qu'on peut connaître le personnage de Jean Jaurès dans la sphère intime? À première vue, on pourrait penser que c'est facile, mais en réalité, c'est pas si simple. Cela suppose que nous disposions de sources, d'archives, pour l'approcher. Or, les deux biographes qui sont là, qui font autorité, je pense, concernant la vie de Jaurès, dressent plus loin un autre constat qui m'a interpellé. Si une chose est certaine, c'est bien que Jaurès tenait au respect de sa vie privée, il se confiait peu, amis et parents ont implicitement, à peu près unanimement respecté cette discrétion, écrivent-ils, voire ce silence, et d'en conclure qu'il n'existe pas d'archives de la vie privée de Jaurès. Voilà. Ou très peu en réalité. Ça, c'est est-ce possible? Donc déjà, ça semble compliqué d'aborder la question de la vie privée de Jaurès. Est-ce souhaitable en même temps? Est-ce qu'il faut aller au-delà du personnage public et s'intéresser à Jaurès? Alors, le terme est un peu polémique, mais Gilles Candard a cette expression que je trouve assez rigolote. Est-ce qu'il faut s'intéresser à Jaurès en pyjama? Alors, qu'est-ce que ça peut apporter, la connaissance du personnage intime? Un personnage qui appartient avant tout à la nation et à la République depuis qu'il est entré au Panthéon. Est-ce que c'est vraiment intéressant, utile? Est-ce que c'est pas du voyeurisme historique? Est-ce que ça apporte des choses? Alors, dans un article qu'il avait publié dans les Cahiers Jaurès, Gilles Candard écrit encore qu'il constate l'abîme de la méconnaissance, des ignorances que nous avons par rapport à la vie privée de Jaurès, du cercle aussi des personnages qui l'entouraient. Le personnage public de Jaurès, finalement, s'est imposé et il a un peu effacé la personne privée Jean Jaurès. Si bien qu'il dit ça, Gilles Candard, c'est vrai, on dit Jaurès en fait. Et quand on dit Jaurès, on a tout dit en fait. On n'a pas forcément besoin de rappeler le prénom. Jaurès, c'est une icône quelque part. Donc, s'intéresser à l'un de ses proches, et en l'occurrence ici son beau-père, pour moi ça devenait finalement un sujet intéressant. C'était un moyen d'approcher Jaurès et de l'humaniser. C'est-à-dire de le rendre vivant. Voilà, de le rendre vivant en le situant dans son époque, dans le cercle et les milieux qu'il avait fréquentés, parmi ses proches, et notamment sa belle famille, qui n'a jamais été vraiment étudiée, et l'entourage de Louise Jaurès. C'est donc dans cette perspective que j'ai orienté l'approche de la biographie de son beau-père, Jean, dit Eugène Bois, Cantalou, né à Jussac en février 1841 et qui meurt sous-préfet de Nontron, en Dordogne, en juin 1899. Peut-être y a-t-il un parallèle avec moi finalement, puisque je suis fonctionnaire, je suis du Cantal et j'ai été nommé en Dordogne. Peut-être il y a un parallèle. Et là, il faudrait un psy qui analyse ce qui s'est passé dans ma tête. Pour autant, la vie du beau-père de Jean Jaurès est un sujet qui ne s'impose pas de lui-même. Quel intérêt d'étudier un beau-père? On pourrait se dire un gendre. Que peut apporter cette biographie à la connaissance de Jean Jaurès, de son milieu, de son époque?
Si je reviens à la couverture de mon ouvrage, je suis désolé d'en parler, mais vous voyez, il n'y a pas son portrait à Jean-Eugène Bois. Alors, c'est un choix de l'éditeur aussi, hein. On avait une photo, je vous la montrerai, mais elle n'était peut-être pas forcément en mesure de pouvoir être en pleine page. Mais je trouve que le choix était intéressant, parce que c'est le village de Villefranche-d'Albigeois, hein, et vous voyez la maison des Gisclards, ici. La belle-mère de Jaurès, la mère de Louise, s'appelait Marie-Philippine Gisclard, épouse Bois. Et ça, c'est la maison des Gisclards, une famille tarnaise très implantée depuis très longtemps dans le canton de Villefranche. Donc, en réalité, ma démarche, elle ne vise pas vraiment à faire la biographie d'Eugène Bois, mais plutôt une enquête biographique. J'avais en mémoire le travail d'Alain Corbin, Le monde retrouvé de Louis-François Pinagot. Si certains connaissent, Corbin, c'est un grand historien, il est allé dans les archives de l'Orne, il a pris un registre d'état civil dans une commune, hein, Aurigny-le-Butin, je crois, et il a tiré au hasard, et il a sorti un sabotier sur lequel on ne savait rien. Et il a reconstitué ce qu'il appelle le monde retrouvé de Louis-François Pinagot. J'avais ça en tête, moi. Je me suis dit, je vais reconstituer, quelle prétention de ma part d'ailleurs, je vais reconstituer le monde d'Eugène Bois. Voilà. Donc, cette biographie, c'est une manière d'approcher Jaurès dans le cadre de la sphère privée ou du cercle familial du côté de son épouse, de sa belle famille, mais c'est aussi, bien plus, je l'espère, l'étude d'un sous-préfet de province, l'étude des notables du Tarn, des réseaux des familles du Cantal qui faisaient le commerce du fromage, notamment dans l'Albigeois. C'est tout ça, en fait, que j'ai essayé d'aborder. C'est cette mémoire familiale, mais aussi, à travers elle, j'ai pris Eugène Bois comme un objet d'étude. Hein, et celui qui était un méconnu, mais qui n'est pas un anonyme, hein, parce qu'on trouve des sources d'archives importantes sur lui, eh bien, j'ai voulu l'étudier en détail. Voilà un petit peu le postulat de départ, si vous voulez. Alors, pour aborder la question, le titre de ma présentation, Les traces de l'intime chez Jaurès. Vous avez compris que ce n'est pas si simple en réalité. Alors, je vais vous proposer un jeu d'archives, finalement. On va essayer de déconstruire, des fake news, des fausses informations qui ont circulé sur Jaurès de son vivant. Et à travers ces fake news, on va essayer de voir comment la déconstruction de ces idées peut nous amener à connaître un petit peu davantage Eugène Bois, les relations qu'il a eues avec son gendre, hein, et les conditions dans lesquelles il est entré dans la préfectorale. Alors, pour commencer, un premier document. Il est publié le 15 novembre 1894 dans un journal qui s'appelle Le Républicain de Narbonne. Et dans ce journal, on accuse Jaurès, vous voyez le titre, Les fonctionnaires. Déjà, quand on a dit ça, on a tout dit, surtout quand ça s'appelle Sarkozy. On accuse Jaurès de vouloir s'en prendre aux fonctionnaires de tous ordres qui estiment que la plus vulgaire loyauté consiste à servir loyalement le gouvernement de la République. L'auteur rappelle qu'il fut un temps où le farouche député collectiviste ne détestait pas de quémander places et faveurs pour les membres de sa famille, dont son beau-père, et il est écrit, un ancien épicier à la retraite qui vivotait sur le pavé d'Albi. Alors ça, je trouve ça extraordinaire. L'article se termine par cette interrogation. Qu'en dites-vous, braves gens, que grisent les harangues enflammées de M. Jaurès, tonnant contre les corruptions des temps présents? Alors, l'article ne sort pas au hasard. Il sort dans un contexte bien particulier qu'on appelle l'affaire du Chambard. Alors, je vous avoue que je ne savais pas grand-chose sur l'affaire du Chambard avant de m'intéresser à Eugène Bois. En septembre 1894, le journal, le Chambard socialiste, fait paraître un virulent pamphlet politique contre le président de la République de l'époque, Jean-Casimir Perier, qui est issu d'une famille de gens relativement aisés, d'industriels notamment. Et l'auteur, Alfred Léon Géraud Richard, un socialiste, s'en prend directement à la personne du chef de l'État
Bien sûr, il y a une offense qui est faite au chef de l'État. Il est traduit en justice, en cour d'assises de la Seine. Et en novembre 1894, Jaurès, qui vient d'être réélu député socialiste du Tarn en janvier 1893, vient assurer la défense à la barre du tribunal de Géraud Richard. Le procès devient donc une tribune pour dénoncer les connivences qui s'établissent entre l'oligarchie capitaliste et des responsables politiques républicains. La polémique enfle, elle suscite de nombreuses réactions hostiles à Jaurès dans les rangs des républicains modérés. Alors si on va aux archives de la préfecture de la police de Paris, on a un dossier fort intéressant sur Jaurès, et parmi les documents, on trouve une note conservée dans les archives donc, de cette préfecture de police. Elle date du 19 novembre 1894, et un agent de police qui s'appelle Plombat, j'avoue que je n'ai pas trop cherché qui il était, informe la préfecture que le journal La Petite République, dans lequel Jaurès publie de nombreux articles, vient seulement d'apprendre que son beau-père est sous-préfet de Nontron. Selon cet informateur, quelques rédacteurs le savaient, mais le cachaient soigneusement. Ils sont désormais obligés de l'avouer. Vous voyez ? Et la note de préciser, on se prépare déjà à épiloguer au sujet de cette nomination. Vous voyez, tout ça est en fait une cabale, sans doute orchestrée en haut lieu, pour déstabiliser Jaurès, qui vient ici défendre Géraud Richard, sans doute. Deuxième article, c'est extrait là, il date de septembre 1887, je serai plus bref, c'est un journal qui s'appelle Le Signal, quotidien politique et littéraire, plutôt classé à droite, et vous avez un chroniqueur qui signe sous un pseudonyme qui s'appelle Sangil, et qui lui s'interroge sur la cohabitation entre le député socialiste Jean Jaurès et son gouvernemental beau-père, le sous-préfet de Nontron. Alors, c'est des articles absolument extraordinaires. Ces gens avaient une plume, c'est des beaux articles. Il dit « J'ai donc ri l'autre jour en apprenant que M. Jaurès avait pour beau-père un sous-préfet en exercice. Et j'ai ri parce que j'ai vu immédiatement la figure de chien de faïence que doivent se faire lorsqu'ils se rencontrent le député socialiste de Carmaux et l'administrateur opportuniste, c'est-à-dire plutôt centre-droit, c'est-à-dire réactionnaire et clérical. Car enfin, quoique unis par les liens de la plus étroite parenté, la politique ne perdant jamais ses droits, ils ne peuvent que vivre sur le pied de guerre, M. Jaurès reposant à son beau-père de servir le gouvernement qu'il abhorre, et le sous-préfet de Nontron faisant grief à son gendre de combattre un gouvernement dont il est le serviteur. Vous voyez, à travers ces deux articles, eh bien, on a trois hypothèses autour des relations entre Jaurès et son beau-père. La première, c'est que ce pauvre Genevois ne serait qu'un négociant qui vivote sur le pavé d'Albi. C'est le thème du marchand de fromage, sur lequel je vais revenir. Deuxième thème, c'est ce que j'ai appelé le fonctionnarisme familial jaurétien ou le beau-périsme jaurétien dans mon ouvrage. C'est une thématique antisocialiste qui vise à accuser Jaurès d'entretenir sa famille en profitant de son poste de député, le népotisme jaurétien, si vous voulez. La troisième thématique, troisième angle d'attaque, c'est l'étrange énigme des relations entre ce farouche député collectiviste et son gouvernemental beau-père. Alors, je vous propose de contredire ces trois affirmations et de déconstruire ces fake news grâce au travail précieux des archivistes qui conservent les documents qui vont pouvoir nous être confrontés et venir contredire cela. Commençons par le négociant. Alors, j'adore le docteur Devoisin, qui est un auteur qui nous a laissé des articles précieux. Et là, je reprends donc cet article dans la Revue du Tarn, paru au moment du centenaire de la naissance de Jaurès, en 1959. Et le docteur Devoisin nous dit, d'autre part, dans le même temps, on voyait à Loirac la famille Bois. Madame, Monsieur et Louise, leur fille, Madame Bois, née Gisclard, était la fille d'un ancien maire de Villefranche d'Albi,
Quant à M. Bois, originaire de l'Aveyron, alors là il se trompe, je suis désolé, c'est pas un Aveyronnais, ça suffit les Aveyronnais, il était négociant en épicerie. On l'appelait dans sa famille ironiquement, mais sans intention péjorative, le marchand de fromage. Bon, était-il marchand de fromage? Question, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, pareil, dans l'Union républicaine du Tarn, là on a un article qui réagit à l'article du Républicain de Narbonne. L'Union républicaine qui a soutenu Eugène Bois et Jaurès un temps, et qui est plutôt devenu anti-jaurétien avec le fait que Jaurès soit devenu socialiste, fait un article pour préciser quand même, notre confrère du Républicain de Narbonne a été induit en erreur sur le compte personnel de M. Bois. Avant d'être nommé sous-préfet de Prades, je reviendrai là-dessus, grâce à l'appui de son gendre, M. Jaurès, en quelques mois auparavant, avait contribué au renversement du ministère Fraissinet sur la question de la suppression des sous-préfectures. J'y reviendrai, c'est un point très important. M. Bois ne vivotait pas sur le pavé de notre ville. C'était un très honorable négociant et un honnête homme, connu pour ses opinions républicaines. Et si sa nomination à la sous-préfecture de Prades surprit beaucoup de monde, ce fut surtout par le vote antérieur de son gendre en faveur de la suppression des sous-préfets. Ce qui est là aussi totalement faux, parce que j'ai vérifié dans les archives, sur Gallica on trouve les comptes rendus de la Chambre des députés, et Jaurès ne participe pas au vote. Donc il n'a pas voté contre la suppression des sous-préfets, contrairement à ce qu'affirme l'Union républicaine. Alors Eugène Bois était-il marchand de fromage? En réalité, les choses sont bien plus compliquées que ça. La première trace qu'on trouve de lui à Albi, elle remonte en septembre 1859. J'étais très content le jour où j'ai trouvé ce document. C'est un PV d'apposition des scellés dans une maison qui se trouve donc rue de l'Hôtel de Ville, au 6 rue de l'Hôtel de Ville à Albi, la rue de la mairie à l'époque. Et c'est un PV d'apposition des scellés dans les appartements d'un négociant auvergnat qui s'appelle Louis Esquirou. Il meurt à l'âge de 60 ans, en 1859. Et il a son neveu, par alliance, Eugène Bois, avec lui, qui va servir donc de témoin aux greffiers et aux juges de paix qui viennent ici apposer les scellés dans les appartements du défunt. C'est la première trace qu'on trouve de lui. Eugène Bois est né en 1841 à Éval, un domaine agricole avec un petit château à 12 km d'Aurillac. Il appartient à une famille de négociants, alors des chaudronniers du côté du père, et de la mère qui s'appelle Marie Saupiquet. Vous allez voir que le lien est important, j'insiste bien. Marie Saupiquet, elle, son père Jean, a fait fortune dans le commerce en Espagne, comme beaucoup de Cantalous qui sont allés faire du commerce en Espagne. Il a fait fortune, il a acheté un beau domaine, et c'est dans ce domaine que naît Eugène Bois en 1841. Il va y rester, en gros, je pense, jusqu'en 1857-58, sans doute est-il là, dans les tout premiers mois de son installation à Albi. Sa mère est morte en 1855, il avait 14 ans à ce moment-là. Il a fait des études, c'est important. Il a fréquenté le collège communal d'Aurillac, donc il avait quand même un niveau de scolarisation. J'insiste parce que ça sera un point sur lequel on va le critiquer notamment. Était-il compétent pour être sous-préfet? Voilà. Alors, la venue d'Eugène Bois à Albi n'est pas un hasard en fait. Elle s'inscrit dans un réseau de parentèles d'Auvergnats qui font du commerce avec l'Albigeois depuis très longtemps. Les Esquirous sont en fait des négociants en fromage, cuir, dans l'Albigeois, implantés depuis 1800 en fait. Ils ont un entrepôt à Albi, ils ont un entrepôt à Gaillac, et on trouve un autre personnage qui s'appelle Auguste Maisonneuve, qui est également de la famille, et qui lui est installé à Castres. Donc ils ont en quelque sorte, ces Auvergnats, c'est un peu une mafia, ils se sont implantés à Albi, Gaillac et Castres, et ils sont en fait négociants en gros. Ils écoulent du fromage
en provenance des hautes terres du Cantal, mais aussi de l'Aveyron, et du cuir, puisqu'il me semble qu'Albi, à ce moment-là, les tanneries reprennent, l'activité des tanneries reprend, et ils doivent, après la Révolution, approvisionner, je pense, l'albigeois en peau. Alors, ce ne sont pas des petits négociants, hein. C'est une famille très puissante, les Esquirou, ils sont nombreux, très implantés, très organisés, et ils ont acheté un bel immeuble dans la rue de l'Hôtel de Ville. Cet immeuble, vous l'avez en photo, c'est le 6 rue de l'Hôtel de Ville. Ça n'a pas changé le numéro postal. J'étais surpris, on avait vérifié. C'est bien cet immeuble-là, qui va devenir d'ailleurs la propriété d'Eugène Bois. À partir de 1873, il en rachète la moitié à son cousin Jules Esquirou. Hein. Et c'est là d'ailleurs que Louise va naître, en 1867. Hein. Donc les Esquirou ont fondé ce commerce, hein, et ce commerce va connaître différentes phases d'évolution. Hein. Je vous ai mis ici les étapes. Hein. On a d'abord 3 marchands auvergnats qui sont associés, puis les Esquirou se mettent entre frères, ils sont 3 frères, dont Pierre Esquirou, qui va ensuite transférer sa part du commerce à ses 2 fils, Ludovic et Jules Esquirou. Ludovic va mourir très jeune, et Jules Esquirou va donc reprendre le commerce avec ses 2 vieux oncles, dont celui qui est mort en 1859, le second va mourir l'année d'après. Et l'arrivée d'Eugène Bois à Albi correspond sans doute au moment où Jules Esquirou vient de perdre son frère, son jeune frère. L'un de ses oncles vient de mourir, il a donc besoin d'aide, et il fait venir ce jeune cousin. En fait, le lien avec les Esquirou se fait par la grand-mère d'Eugène Bois, Jeanne Esquirou, est l'épouse de Jean Sopiquet. Hein. Alors je vous ai parlé des Sopiquet, il a pour cousin germain, Eugène Bois, un monsieur qui s'appelle Arsène Sopiquet, qui lui est né en 1849, qui a à peu près le même âge que Eugène Bois, et lui ira fonder un commerce à Nantes qui va donner la marque Sopiquet. Vous voyez ? Donc quand vous irez faire vos courses, vous achèterez du Cantal et des sardines. Voilà, comme ça vous serez en lien et en communion avec Eugène Bois. Alors, Eugène Bois s'installe à Albi au milieu du Second Empire, dans une ville qui est en pleine transformation, hein, une ville qui est reliée au chemin de fer désormais, avec des mutations importantes, une population qui augmente, et une ville qui s'urbanise notamment sur l'une des rives du Tarn, avec le développement de l'industrie, notamment la chapellerie, il me semble, hein, je ne vais pas dire de bêtises, hein, j'ai que des Tarnais face à moi, donc je me méfie. Et donc, ce contexte est assez favorable au développement du commerce. On voit d'ailleurs, alors voilà, des en-têtes de factures que j'ai retrouvées en ligne. J'ai eu une chance extraordinaire, j'ai pu acheter quelques exemplaires, quelques épaves de factures. Alors c'est intéressant ces factures parce qu'elles nous donnent un peu la nature du commerce qu'ils tenaient. Vous voyez, les Esquirou faisaient du fromage, de la morue, des sardines, du cuir, du cuivre, ce qui est une tradition chez les Auvergnats. Hein. Eugène Bois, lui, avec son cousin Auguste Maisonneuve, qui s'installe à son compte en 1869, lui, il est plutôt négociant en gros pour fournir les détaillants en épicerie. Il continue à vendre du fromage, mais il ne vend plus que du fromage venant d'Auvergne, il vend aussi du gruyère. Par exemple, j'ai trouvé de la correspondance commerciale. Le chemin de fer étant arrivé, on trouve aussi beaucoup d'informations dans les procès-verbaux, les comptes rendus de procès de la chambre, pas de la chambre de commerce, du tribunal de commerce d'Albi. Hein, on trouve quelques procès dans lesquels la société Bois Maisonneuve est implantée, et ça nous permet de savoir un petit peu quelle était la nature de leur activité. Ce sont des négociants qui approvisionnent bien au-delà d'Albi en réalité. Ils ont des procès avec d'autres commerçants, des détaillants, des épiciers, dans l'Aude par exemple. Hein. Donc Eugène Bois n'est pas un petit commerçant, un petit marchand de fromage qui vivotait sur la place d'Albi. C'était un négociant en gros, c'est-à-dire un intermédiaire entre les fabricants et les détaillants, et qui vivait notamment des créances qu'il accordait
à ces détaillants. Hein. On voit par exemple que les Esquirous, ils ont le procès facile et la licitation facile. Hein. Les faillites dans lesquelles ils sont impliqués sont nombreuses. Hein. Alors Eugène Bois se lance un peu avant avec son cousin Jules Esquirou. D'ailleurs, Jules sera témoin au mariage de Jean Jaurès. Hein. Il est dans des quatre témoins. Il s'est lancé déjà en 1865 dans une entreprise qui s'installe donc dans un des quartiers d'Albi. Alors, j'ai plus en tête le quartier, je l'ai perdu. C'est de ce côté d'Albi. Voilà. C'est le quartier. Faubourg-Villeneuve. Voilà, Faubourg-Villeneuve. Voilà, merci. Et donc, dans ce Faubourg-Villeneuve, ils installent une boulangerie mécanique à Albi en 1865, pas 61, là, pardon, c'est moi qui ai fait une faute, c'est en 1865. Alors l'entreprise va peut-être pas durer très longtemps, puisqu'on voit qu'elle est en vente en 1868, il me semble, de mémoire, hein. Mais c'est la première expérience où on voit Eugène Bois tenter de s'installer à son compte. On trouve aussi la trace donc de son installation définitive comme négociant à son compte en 1869. Il est mentionné dans les listes électorales pour l'élection des représentants aux chambres consulaires de la chambre de commerce d'Albi. Il est mentionné à son compte à partir de 1869 comme remplaçant Jules Esquirou. Donc il a sans doute pris la succession de son cousin et racheté les parts de son cousin et devenir l'associé d'Auguste Maisonneuve, dont un fils, Abel, deviendra archiviste et préfet. Alors, autre élément qui montre que ce n'est pas un petit négociant qui vivote, c'est qu'il est à plusieurs reprises élu juge suppléant au tribunal de commerce d'Albi. Il remplace ici ses oncles, Esquirou, qui était déjà à ce poste. Donc, il fait partie, on va dire, du haut du panier dans les négociants et les commerçants d'Albi. Ils payent une patente relativement élevée, et ça les classe parmi les plus importants imposés parmi les négociants et commerçants en gros. Toujours est-il que là on se place aussi dans un contexte particulier. L'épicerie est révolutionnée en fait par la révolution industrielle. Les fabricants, les usines commencent à avoir leur marque et à assurer elles-mêmes la distribution des produits. Donc on se passe de plus en plus des intermédiaires qui étaient ces négociants en gros, qui assuraient, on va dire, le relais entre les fabricants et les détaillants. Là, Eugène Bois a sans doute senti venir le vent tourner, on va dire, puisque en 1879, il va cesser son commerce. Il a été à son compte, en gros, pendant 10 ans. Voilà, 10 ans, de 1869 à juillet 1879. Là, il vend son commerce, il vend l'immeuble de la rue de l'Hôtel de Ville, et il va mener une vie de notable et de rentier. Sans doute a-t-il suffisamment d'argent pour pouvoir s'installer finalement dans une position de rentier. Cet argent, il le doit aussi à un beau mariage qu'il a fait quelques années auparavant, en 1866. Il a épousé Marie-Philippine Gisclard, la fille d'une famille de notables du nord du Tarn et de Villefranche-d'Albigeois, qui lui a apporté en dot un beau domaine de 140 hectares à peu près, sur la commune de Villefranche-d'Albigeois. Et parmi ces pièces qui sont apportées, parmi ces propriétés, il y a une propriété que le père de Marie-Philippine Gisclard avait achetée en 1845. Cette propriété, c'est la métairie de Bessoulet, où les Gisclard vont faire construire, sans doute autour de 1855, une maison de maître, on va dire, une maison bourgeoise, qu'on va appeler plus tard le château de Bessoulet. Et là aussi, c'est une autre fake news que j'ai essayé de déconstruire l'autre jour à Villefranche. Ça n'a jamais été la propriété de Jean Jaurès, c'était la propriété de sa belle famille, et c'est resté la propriété de Marie-Philippine Gisclard, Marie Bois, l'épouse de
d'Eugène Bois jusqu'à sa mort en 1920. Louis Jaurès n'en deviendra propriétaire qu'à la mort de sa mère. Donc Jean Jaurès n'a jamais possédé en réalité Bessoulé. Il a possédé par contre une propriété, enfin son épouse a reçu en mariage une propriété de 35 hectares qui s'appelle Bouxoulik, qui est à côté de Bessoulé. Et effectivement, oui, là, Jaurès et son épouse étaient propriétaires terriens, mais pas d'un domaine et châtelain avec des domestiques et des métayers qu'ils exploitaient, comme la propagande anti-jaurétienne a bien voulu le dire. Cette assise foncière, elle permet finalement à Eugène Bois d'entrer en politique et de se faire élire, notamment en août 1886, conseiller d'arrondissement. Il a été aussi juge suppléant à la justice de paix de Villefranche-d'Albigeois. J'ai trouvé, malheureusement, après avoir écrit le livre, qu'il avait été visiblement président du cercle albigeois, donc un cercle de notables d'Albi. Il est mentionné comme président du cercle en 1886 également. Et c'est l'année où il marie sa fille, Louise, avec le député, le jeune député Jean Jaurès, qui vient d'être élu en octobre 1885. Vous voyez, tout ça vient s'agglutiner dans cette période vraiment essentielle dans la vie d'Eugène Bois, puisque le mariage de sa fille avec Jean Jaurès, ça va être un tremplin pour accéder à ce rêve, dit-on, de devenir sous-préfet. Alors si je conclue cette première étape, vous aurez compris, j'espère, qu'Eugène Bois n'était pas un négociant qui vivotait, il ne sort pas de nulle part, il a une histoire, et son parcours est absolument intéressant parce que ça nous permet d'entrer dans un monde assez peu étudié, qui est celui du monde du négoce, avec ces hiérarchies sociales qui apparaissent, et Jean-Eugène Bois apparaissait vraisemblablement comme un des membres de cette petite aristocratie des commerçants d'Albi, si je puis me permettre ce terme. Alors, deuxième fake news, eh bien, c'est celle de la famille qui émarge au budget de l'État. Vous m'arrêtez si je suis trop loin. Alors, 1867, c'est la naissance de Louise. Donc vous avez une photographie qui vient du Centre National Musée Jean Jaurès de Castres. Elle est adolescente ici. Elle naît donc rue de l'Hôtel de Ville. Elle a sans doute grandi donc à proximité de la place du Vigan. A-t-elle fait des études dans une institution catholique, comme sans doute beaucoup de jeunes filles de sa condition? C'est possible, mais on n'en sait rien en réalité. Il y a peu d'informations là-dessus. Ça serait vraiment à creuser. Et j'espère qu'une autrice s'intéressera un jour à Louise Bois pour écrire sa biographie, parce qu'elle le mérite bien, notamment pour déconstruire cette légende noire que Marcel Auclair a bâtie autour d'elle. Alors elle épouse en 1886 Jaurès, donc là c'est le contrat de mariage qu'il conservait aux archives départementales du Tarn, que j'ai eu la chance de pouvoir voir, avec des signatures de Jean Jaurès également. J'ai eu aussi pu consulter l'acte de mariage de la paroisse Saint-Salvi, qui est peu connu, qui est dans l'ouvrage en photo, vous le verrez. Alors, on dit que il y avait une clause secrète dans ce contrat de mariage. Cette clause secrète aurait été, on va dire, un accord qui aurait été passé entre Jean Jaurès et son beau-père. Jean Jaurès on aurait demandé à Jean Jaurès de demander le poste de sous-préfet pour son beau-père. Bon, aïe aïe aïe, voilà une pierre dans le jardin de Jaurès. Bon. Malheureusement, la preuve existe. Oui, la preuve existe. Nous avons une lettre dans le dossier qui se trouve aux Archives nationales, le dossier de carrière d'Eugène Bois. On trouve une lettre adressé donc au président du conseil de l'époque, qui s'appelle Charles Flouquet, dans laquelle Jaurès demande donc effectivement, recommande, c'est pas une demande, c'est plutôt une recommandation pour un poste de sous-préfet pour son beau-père. Voilà ce qu'il dit. Je vous avais entretenu avant mon départ de Paris, donc on est en 1888, sans doute à l'été, le désir qu'avait mon beau-père, M. Bois, d'entrer dans l'administration comme sous-préfet.
Je ne me serais point permis d'insister pour l'un des miens si je n'étais assuré de l'excellence des services de M. Bois, des services que M. Bois pourra rendre et de l'approbation unanime qui accueillera ce choix. Vous voyez ? Donc ça, c'est ce qu'on appelle une recommandation. Alors on peut dire, bon, c'est du pistonnage, hein, c'est un plaçou, comme on dit. Hein, ça c'est la propagande anti-juressienne l'a beaucoup utilisé, bien sûr. Hein. Mais c'est là où il faut déconstruire et s'intéresser aux conditions de nomination des sous-préfets et des préfets au temps de la République, au XIXe siècle, à la fin du XIXe siècle. Ce n'est pas une exception en réalité qu'un député, un parlementaire, sollicite un poste pour un membre de sa famille ou un proche, ou un ami même. Bon. C'est une pratique très courante. Si on regarde dans le dossier de carrière d'Eugène Bois, on trouve notamment le compte-rendu que le préfet du Tarn, qui s'appelle Alpinien Pabot-Châtelard. Il est fort intéressant pour moi parce que c'est un non-trôné. Il est né dans l'arrondissement de Nontron, il a été sous-préfet de Nontron, et il se retrouve préfet du Tarn au moment où Eugène Bois entre dans la carrière de sous-préfet en 1888. Il est en plus le beau-père du maire de Nontron, André Picot, qui enregistrera la naissance de Louis Jaurès à Nontron. Le monde est petit quand même, hein. C'est incroyable. Et le compte-rendu qu'il donne au ministère, qu'il fait remonter, il y a toute une enquête confidentielle qui est demandée par le ministère, et l'avis n'est pas négatif. Monsieur Bois, beau-père de l'honorable Monsieur Jaurès, député du Tarn, offre à tout point de vue moral et au point de vue intellectuel toutes les garanties que l'on peut souhaiter pour le poste. Hein. Il n'y a pas vraiment de réticence de la part du préfet à vouloir nommer finalement Eugène Bois au poste de sous-préfet. N'oublions pas qu'il a été conseiller d'arrondissement du canton de Villefranche, il est toujours d'ailleurs à ce moment-là conseiller d'arrondissement. En 1870, je ne l'avais pas dit, mais en septembre 1870, il avait été choisi également comme membre de la commission municipale provisoire installée à Albi pour faire la transition avec la fin de l'Empire, hein, au moment où on a réélu une nouvelle assemblée municipale, il y a une commission transitoire, provisoire, Eugène Bois en fait partie. Il fait partie sans doute de cette génération née dans les années 1840 qui s'est confrontée à la République dans son opposition à l'Empire, qui sont devenus sans doute des républicains par opposition à l'Empire, et il appartient donc à cette génération. Il fréquente le cercle des notables du Tarn par l'intermédiaire de son épouse. Donc s'il est choisi comme sous-préfet, bien sûr que Jaurès a dû appuyer un peu sa demande, mais ce n'est pas un électron libre, ce n'est pas un extraterrestre qui arrive en fait dans cette position-là. Il arrive parce qu'il est déjà connu des milieux et notamment de la préfecture. Autre élément important à prendre en considération, c'est que les sous-préfets comme les préfets, ce sont des postes politiques. Et là-dessus, je me suis beaucoup intéressé à cela parce que je voulais comprendre si ce poste était vraiment, cette nomination était vraiment une nomination de complaisance. En réalité, lorsqu'on analyse la manière dont les préfets et les sous-préfets sont choisis, voilà un extrait de la revue générale d'administration qu'on trouve sur Gallica. C'est vraiment des documents précieux, ça. Le professeur Gès dit « Tout naturellement, dans cette mission politique, le sous-préfet est le bras droit du préfet. Le sous-préfet est essentiellement un informateur politique. C'est une mission fort délicate qui demande, pour bien être remplie, beaucoup de tact et de doigté, et qui exige aussi la pleine confiance du gouvernement. C'est ce qui explique les conditions particulières dans lesquelles est occupée la fonction sous-préfectorale. Aucune condition de savoir n'est requise à l'entrée dans la fonction, il n'y a pas de concours, aucune stabilité n'est assurée au titulaire de la fonction. Le sous-préfet et le préfet sont les types des fonctionnaires sans garantie. On peut les défaire les faire et les défaire. Toute la réglementation de la fonction repose sur ce principe, en fait. Hein. Donc, on choisit, en fait, des personnes dont on est certain qu'ils vont correspondre au profil
et dont on pourra se débarrasser éventuellement lors d'un changement de gouvernement. Vous voyez, donc les conditions de la nomination d'Eugène Bois comme sous-préfet, certes, sont liées à la proximité avec Jaurès, mais pas seulement en réalité. Bien au-delà, ça correspond aux pratiques de nomination des sous-préfets. Ce qui a pu choquer à l'époque, sans doute, c'est qu'il était avant négociant, et que la légende disait qu'il était marchand de fromage. Comment un marchand de fromage peut-il devenir sous-préfet? Et là, on touche à un thème intéressant, c'est celui de l'incompétence. Était-il compétent pour exercer ses fonctions? Eh bien, je vais le défendre. Oui, il a sans doute été compétent, et ça a été reconnu d'ailleurs. Voilà. Même si les débuts ont été difficiles, je vais rapidement en parler. Autre élément, pourquoi on s'en prend à Jaurès à ce moment-là, alors que d'autres demandent ce poste? Parce que Jaurès, il commence à gêner. En 1888, quand il demande le poste, enfin, quand il sollicite le poste pour son beau-père, eh bien, il se rapproche des radicaux qui sont au pouvoir avec Floquet. Et lui qui était un opportuniste, qui était un ferriste au départ, eh bien, il glisse progressivement vers la gauche. Et ce jeune député, brillant, orateur remarqué, s'en prendre à son beau-père, c'est l'attaquer lui, c'est le déstabiliser. On est en pleine crise boulangiste aussi. Le populisme est présent, l'antiparlementarisme est omniprésent dans la presse de droite, et forcément, s'en prendre à Jaurès, c'est s'en prendre aux parlementaires. Vous voyez, il y a tout ce contexte qu'il faut prendre en considération pour comprendre cette nomination et ce qu'elle a pu susciter. Alors rapidement, les postes qu'il a occupés. Eugène Bois a été d'abord sous-préfet de l'arrondissement de Prades, dans les Pyrénées-Orientales. C'est un arrondissement de 3e catégorie, 3e classe, 6 cantons, 102 communes, 47 000 habitants à peu près, rural et montagneux. Alors, dans cet arrondissement, les choses ne vont pas très bien se passer. Eugène Bois va se mettre un peu à dos les élus locaux, qui sont pour l'essentiel des radicaux, des gens plutôt placés à gauche, on va dire. Et Eugène Bois a sans doute manqué un peu de doigté dans la relation qu'il a entretenue, notamment avec le parlementaire local. Si bien qu'il ne va pas rester très longtemps à Prades. Il va être muté. À tel point qu'on trouve un article dans son dossier de carrière, un article qui vient donc de l'Éclaireur des Pyrénées-Orientales, qui se félicite du départ d'Eugène Bois dans des termes qui ne sont pas très flatteurs. L'officiel a parlé, donc c'est le journal officiel, et depuis alors là j'arrive plus à lire, notre arrondissement est enfin débarrassé de son sous-préfet, ce fonctionnaire inénarrable, orgueilleux comme un paon, portant beau, parlant haut et beaucoup généralement pour ne rien dire, etc., etc. Vous voyez, l'article est vraiment à charge, mais il faut comprendre qu'en réalité, Eugène Bois a sans doute manqué de tact en évitant, en son rôle de sous-préfet, il aurait dû éviter qu'en 1889, il y ait une candidature d'opposition républicaine qui apparaisse au moment des élections législatives face au député sortant qui s'appelle Édouard Villard, qui était radical socialiste, et cette candidature d'opposition qui émanait, on va dire, des milieux conservateurs, opportunistes, eh bien, elle a été mal perçue par le parlementaire et ses alliés. Et là, ils ont accusé le sous-préfet de ne pas avoir fait son rôle. Son rôle, c'était d'empêcher la division du camp républicain. Ça, c'est une des missions qu'on attend dans le cadre de la République et de la démocratie. Le sous-préfet, c'est plus le sous-préfet ou le préfet de l'Empire. Il défait plus les carrières. C'est plutôt le parlementaire qui est, on va dire, le seigneur et qui fait et défait les carrières préfectorales. Donc, si le sous-préfet n'est pas en mesure d'empêcher toute candidature d'opposition et d'assurer la réélection du parlementaire, eh bien, le sous-préfet, on s'en débarrasse. C'est qu'il a mal joué son rôle. Alors, on peut croire, effectivement, l'article, mais toujours est-il que dans le dossier de carrière, cette fois-ci conservé aux archives des Pyrénées-Orientales,
on trouve cette lettre du préfet Bonnour, de mémoire, qui écrit « Je ne veux pas laisser M. Bois quitter les Pyrénées-Orientales ». Il s'adresse ici à Jules Razimbault, qui est député de l'Hérault, dont la circonscription est l'arrondissement de Saint-Pons-de-Thomières, où Eugène Bois est nommé. Je ne veux pas laisser M. Bois quitter les Pyrénées-Orientales sans vous dire le bien que je pense de ce fonctionnaire, qui a fait preuve à Prades du plus grand tact et des plus sérieuses qualités administratives. M. Bois est un fonctionnaire très intelligent, très dévoué, fermement attaché à la République. Donc vous voyez, le jugement du préfet n'est pas négatif. Même si localement les élus l'attaquent, le préfet le défend et le recommande auprès du parlementaire de Saint-Pons. Toujours est-il que dans le dossier de carrière, toujours dans les archives des Pyrénées-Orientales, le préfet, qui fait remonter la notice confidentielle, qu'il fait remonter tous les ans concernant l'attitude du sous-préfet Bois, eh bien il note quand même, dans l'appréciation générale, M. Bois, entré tard dans l'administration, n'a pas toujours le doigté nécessaire. Mais c'est un fonctionnaire d'une droiture à toute épreuve. Vous voyez, là il nuance un petit peu cette recommandation qu'il avait faite préalablement aux parlementaires. C'est très difficile en réalité de se faire une idée de était-il ou pas un bon sous-préfet. En réalité, il a peut-être manqué un peu d'expérience au début et ça lui a fait défaut. Il arrive à Saint-Pons-de-Thomières dans l'Hérault et manque de chance. Là encore, ça va être difficile. Ça va même encore plus difficile pour lui. Toujours pour les mêmes raisons. Il arrive dans un arrondissement dominé par les républicains radicaux et il va se rapprocher de la mairie qui est tenue, donc la mairie de Saint-Pons, qui est tenue plutôt par des modérés et qui sont des opposants farouches à Jules Razimbault. Et là encore, on va reprocher au sous-préfet Bois de ne pas agir pour éviter la division du camp républicain. Alors, je vais passer là-dessus parce que c'est ça qui m'intéresse. Il va d'abord faire une première maladresse. Voilà. Une première maladresse qui est liée en fait au contexte du ralliement des catholiques à la République. Le pape avait demandé le ralliement des républicains, des catholiques à la République française. Bon. Il se trouve que Monseigneur de Cabrières, qui est archevêque de Montpellier, je crois, eh bien lui, il est viscéralement anti-républicain. Et il publie une lettre sacerdotale qu'il adresse aux prêtres de son évêché en leur demandant de veiller à ce que leurs paroissiens ne votent pas pour la République. Bon, l'affaire est connue du ministère de l'Intérieur, auquel est rattaché le ministère des Cultes. L'archevêque est interdit, donc on lui sucre son revenu pendant quelques mois, et on demande, par l'intermédiaire des préfets, au sous-préfet d'enquêter localement sur l'attitude du clergé. Eugène Bois, en bon sous-préfet, eh bien, enquête. Sauf que lui, il va plus loin que ce que demande le préfet. Il adresse une lettre à tous les maires des communes de son arrondissement pour qu'ils dénoncent les prêtres et leur agissement si jamais ils prônent des idées contre la République lors des cultes. Sauf que l'affaire va être révélée au journal La Croix, La Croix méridionale, qui va se dépêcher de publier un article contre Eugène Bois et contre l'attitude du gouvernement qu'il est censé représenter pour montrer qu'ils agissent contre les prêtres, contre les catholiques. Il y a une campagne de presse très très forte qui a lieu à ce moment-là et le document que vous voyez figure dans le dossier de carrière aux archives nationales avec ce jeu de mots, aux archives départementales de l'Hérault, pas dans les archives nationales. Avec ce jeu de mots qu'on a toujours associé à Eugène Bois, flûte en bois, tête de bois, on trouve ça de manière récurrente. Il avait un nom qui se prêtait à des jeux de mots. Voilà. Alors là, par contre, le préfet de l'Hérault ne soutient pas vraiment. Dans un courrier qu'il adresse au ministère, et dont on a ici un brouillon, je regrette vivement que monsieur le sous-préfet de Saint-Pons ait cru devoir livrer en quelque sorte à la publicité semblable communication adressée au maire de son arrondissement,
dont plusieurs sont considérés comme hostiles aux institutions républicaines. Une circulaire qui devait rester absolument confidentielle. Là, il a commis une première faute, sans doute. Une première faute. Grave. Hein. La deuxième, c'est d'avoir déplu aux parlementaires, au député Racimbeau. Racimbeau s'est d'ailleurs battu en duel avec le maire de Saint-Pons, M. Arcangel, qui est accusé d'être un ami de Eugène Bois, et du coup, Eugène Bois, étant l'ami du maire de Saint-Pons, eh bien, devient l'ennemi du député. Hein. Et on trouve aux Archives nationales, dans le dossier de carrière, on trouve la lettre de Jules Racimbeau dans laquelle il demande carrément le déplacement du sous-préfet Bois. Je suis encore obligé d'insister pour le déplacement de M. Bois, sous-préfet de Saint-Pons, qui a mérité la révocation, voilà. Plutôt qu'un simple déplacement. La situation n'est plus tenable. Le Parti républicain étant parfaitement uni avant son arrivée, le désordre et la désunion sont aujourd'hui complets parmi les républicains dans tous les cantons. Vous voyez, ça montre bien la fragilité des postes de sous-préfet à ce moment-là. Ils sont vraiment sous la dépendance et la tutelle des parlementaires qui peuvent faire ou défaire leur carrière. Alors l'affaire va loin, puisque ce pauvre Eugène Bois, il est obligé de monter à Paris pour défendre son action. Il n'a plus Jaurès au Parlement. Jaurès a perdu son poste de député en 1889, il n'est pas encore réélu, et au moment où Eugène Bois se trouve en difficulté à Saint-Pons, eh bien on est en pleine affaire de Panama. Il monte à Paris pour essayer de défendre sa cause, pour obtenir son maintien comme au poste de sous-préfet, d'avoir en plus de l'avancement, pour montrer à ses adversaires qu'il est soutenu. Hein. Tout ça est une querelle d'honneur, vous voyez, ces gens défendent leur position, et ils réclament auprès du ministère d'être nommé dans une sous-préfecture de plus haut niveau que celle de Saint-Pons, pour montrer à ses adversaires saint-ponais que finalement, il a le soutien du gouvernement. Et il poireaute pendant plusieurs jours dans un hôtel, il n'est pas reçu au ministère, et il repart de Paris sans vraiment de réponse, si ce n'est qu'on lui dit « Si vous voulez rester sous-préfet, allez à Nontron, sinon vous perdrez votre poste ». Donc, il est contraint de choisir la sous-préfecture de Nontron, qui ne lui correspondait pas forcément au départ, puisque dans sa carrière, on voit dans ce dossier de carrière qu'il demande systématiquement des sous-préfectures dans le Midi. Il veut rester proche du Tarn, hein, et ce qui l'arrange, c'est d'être plutôt dans le Midi. Là, il va être carrément muté à Saint-Pons, et d'ailleurs, dans la République du Midi, hein, qui est un journal de l'Hérault, on se félicite à nouveau du départ de ce pauvre sous-préfet Bois. C'est avec une surprise de satisfaction et de soulagement que la population républicaine de notre ville a appris hier que l'heure du départ de M. Bois était enfin arrivée. Que ce fonctionnaire brouillon aille promener sa belle personne à Sisteron ou à Nontron. On l'avait d'abord nommé à Sisteron, mais le sous-préfet est resté en place, donc il n'a pas pu y aller. Peu importe, le principal, c'est qu'il allège notre arrondissement du poids de sa néfaste administration. Bon voyage, M. Bois, et puissent les républicains de Nontron n'avoir pas à souffrir de ces détestables procédés administratifs. Vous voyez, les débuts de carrière n'ont pas été faciles. Tout ça se place entre le moment où il est nommé, en octobre 1888, et le moment où il quitte Saint-Pons, c'est-à-dire en janvier 1893. Donc ces deux premiers postes ont été des postes difficiles, où il a été en situation de fragilité. Heureusement, la douceur du Périgord arrive et il va pouvoir rester en poste beaucoup plus longtemps. Il arrive à Nontron en janvier 1893. Alors, en février, 1893, tout début février. Là encore, c'est intéressant, je pourrais vous en parler pendant des heures, mais il remplace un sous-préfet qui était déjà en poste, qui lui est nommé à Saint-Pons, qui n'accepte pas le poste, qui ne veut pas quitter son poste de Saint-Pons. Et là, on a des quantités de lettres, de documents dans le dossier carrière du sous-préfet Hermann, qui était en poste à Nontron, pour plaider sa cause, et il ne veut pas partir, en fait. Voilà. Alors qu'on veut se débarrasser de lui. Hein. Voilà. Bon, vous voyez, la situation est compliquée.
Alors il arrive à Nontron. Nontron, c'est 8 cantons, 80 communes, 85 000 habitants. C'est un arrondissement un peu plus grand que ceux qu'il avait connus jusque-là. C'est un arrondissement de 3e classe. Et il arrive en février 1893. Alors il y a cette phrase qu'il prononce au moment de la réception, le jour où il est présenté, on va dire, aux élus. Il dit qu'il il veut pas être un sous-préfet de passage, il veut être un non-trôné. Il veut acquérir le titre de non-trôné. Eh bien, je pense qu'il l'a acquis, ce titre. Les choses vont bien se passer. Voici la sous-préfecture de Nontron à ce moment-là. C'est un hôtel, c'est un bâtiment qui est un ancien couvent des Cordeliers, qui a été réhabilité en 1823 en différents bâtiments administratifs, un tribunal, une gendarmerie, un hôtel de sous-préfecture. Je vous ai mis l'église Notre-Dame-des-Ronces où Louis Jaurès a été baptisé. Voici l'hôtel de sous-préfecture où Louis Jaurès est né. C'est dans cet hôtel de sous-préfecture que viendra d'ailleurs Jean Jaurès à plusieurs reprises. Il y a un parc arboré devant. Malheureusement, aujourd'hui, c'est un lieu abandonné qui appartient à la communauté de communes de Nontron et malheureusement, c'est un lieu qui n'est pas réhabilité. Alors, je me suis intéressé, sachant qu'il était resté 7 ans en poste, quasiment 6 ans et demi en poste à Nontron, je me suis intéressé à la manière dont il avait exercé ce métier. En réalité, un sous-préfet, à l'époque, il travaillait avec très peu de monde. Il a à ses ordres 2 agents, un secrétaire sous-préfecture, qui sera d'ailleurs mentionné dans l'acte de naissance de Louis Jaurès, et un employé, un gratte-papier, un commissionnaire, comme on dit, qu'il paye notamment par des aides qu'on appelle les fonds d'abonnement, qui sont versés par le ministère et par l'intermédiaire du préfet, et avec un complément qui est donné par le département. Ce ne sont pas des fonctionnaires, le sous-préfet les choisit. L'avantage pour Eugène Bois, quand il arrive à Nontron, c'est que ces 2 employés sont en place depuis très longtemps, depuis 1873 pour le premier, le secrétaire, et 1875 pour le second. Donc ce sont des employés qui connaissent bien le terrain et qui vont jouer un rôle très important pour que le sous-préfet de Bois puisse aller au contact des élus et, on va dire, se faire accepter. Autre élément, c'est un élément aussi intéressant dans la carrière des sous-préfets, c'est le rôle de l'épouse. Dans les notices confidentielles que le ministère fait remonter au niveau, que les préfets font remonter au niveau du ministère, on trouve tous les critères du bon sous-préfet en fait. L'habit, l'attitude, la façon de parler, etc. Mais aussi le rôle de l'épouse. L'épouse a un rôle de représentation. Elle doit assurer ce rôle de réception auprès de l'hôtel de sous-préfecture pour accueillir les élus. Et là, Marie Bois, certes, est bien considérée à Nontron, on vous dit, tout en étant bien considérée, Madame Bois ne paraît pas avoir une grande influence sur son époux. Intelligente, a de bonnes relations à Nontron, très correcte, mais malheureusement reçoit peu. Vous voyez, l'épouse du sous-préfet, elle a ce rôle de représentation qu'on trouve notamment dans les notices confidentielles, et ça c'est aussi un aspect très intéressant qui interpelle aujourd'hui tous les historiens qui travaillent sur l'anthropologie administrative et l'exercice du métier des préfets et des sous-préfets. Je n'ai pas parlé des bals, mais il n'y aura pas de bal qui va être organisé à la sous-préfecture de Nontron au temps où Eugène Bois est en poste. Par contre, son prédécesseur en avait organisé un, vous voyez, par exemple. Voilà. Alors, à Nontron, ça se passe beaucoup mieux pour lui. Il a 2 parlementaires, Alcide Dussolier, le sénateur, et Albert Tellier, le député. Tellier est un radical, mais un radical plutôt tiède, on va dire. Dussolier est un modéré, un conservateur même plutôt, qui va devenir un très proche d'Eugène Bois, et qui va sans doute le protéger et le garder en fonction. On trouve notamment dans le dossier de carrière aux Archives nationales cette lettre qui permet, donc une lettre d'Alcide Dussolier, par laquelle il s'intéresse en 1898 à la carrière du sous-préfet Bois, puisqu'il dit, je vous serai obligé, donc il s'adresse au ministère de l'Intérieur, de me dire si, comme je vous ai prié de le vérifier, M. Bois, sous-préfet de Nontron, a obtenu donc la 2e classe personnelle. Je serai très heureux, s'il ne l'a pas, de lui en faire la surprise, puisque le ministre
a bien voulu me la promettre pour cet excellent homme. Vous voyez, le préfet, le sous-préfet, il est bien sous la dépendance des parlementaires, y compris pour son avancement de carrière. Hein, on voit bien là le lien de très étroit qui unit le sous-préfet aux parlementaires. Voilà. Tout ça pour vous dire, au final, bien sûr que les débuts ont été difficiles. Mais si on analyse, enfin l'analyse que j'ai pu faire du travail du sous-préfet Bois, à Nontron notamment, pendant 6 ans et demi, c'est qu'il a plutôt pas mal exercé sa fonction. Il a été plutôt reconnu comme étant un bon sous-préfet. Il a manqué un peu de tact au début, ce qui a rendu la vie difficile dans le Midi, mais les gens du Midi sont des gens au sang chaud, donc c'était peut-être plus difficile. En Nontronais, les choses se sont beaucoup mieux passées, et il a pu rester en poste bien plus longtemps. Enfin, pour terminer, j'aimerais m'interroger sur une autre énigme, qui est celle de la relation entre Jaurès et son beau-père. Là-dessus, il est bien difficile d'avoir des informations précises. Dans une nécrologie qu'on trouve dans un journal du Cantal, on dit, cette expression que je trouve très heureuse, « Nous croyons inutile de dire que le beau-père était loin d'approuver les théories subversives du gendre. Monsieur Bois était simplement républicain à la mode un peu antique, mais qui, quoique moins tapageuse et moins affirmative, est aussi sincère et surtout plus pratique. » Vous voyez, là on part du principe qu'il n'était pas d'accord, il ne partageait pas le même idéal républicain. On trouve aussi ce document qui est aux archives départementales de la Dordogne. C'est un rapport que le sous-préfet Bois adresse au préfet de la Dordogne sur la situation politique de l'arrondissement. On est en 1894 et c'est le beau-père du socialiste Jaurès qui écrit ça. La situation politique de l'arrondissement de Nontron reste calme j'arrive pas à lire, c'est trop petit. L'apaisement, nulle agitation, j'arrive pas à lire, c'est trop petit. Nulle tentative destinée à répandre, et c'est ça qui m'intéresse, la théorie néfaste du socialisme. Vous voyez ? C'est le sous-préfet Bois qui écrit ça. Alors, est-ce qu'il s'exprime en son nom, son opinion, quand il dit néfaste, ou est-ce qu'il obéit, en bon fonctionnaire, au langage qu'attend de lui le préfet et à travers lui le ministère? La question peut se poser. Vous voyez ? Autre document, il se trouve aux archives de la préfecture de police de Paris. C'est un rapport qui raconte, au mois de mai 1898, une séquence familiale qui a lieu à Paris. Jaurès vient de perdre son poste à Carmaux. Les socialistes tentent de lui trouver un nouveau poste à Paris, de député. Il va l'accepter dans un premier temps et il va finir par y renoncer. Bon. On s'étonne de la raison pour laquelle il a refusé. On trouve donc dans les archives de la préfecture de la police de Paris ce rapport dans lequel, en fait, l'agent du ministère rapporte que tout s'est décidé, en gros, entre midi et 2, au moment du repas. Il y a eu une dispute familiale, sans doute, dans laquelle a été mêlée Louise et les beaux-parents. Je dirais surtout la belle-mère, moi, mais bon. Bon, peu importe. Toujours est-il que, sous la pression, visiblement, de son entourage familial, Jaurès va refuser de s'engager à nouveau dans l'action politique en se faisant élire à Paris. Et bien lui en a pris, puisqu'il a été ensuite réélu à Carmaux. Et il est resté dans son Tarn. Bon. Toujours est-il que c'est la seule trace, sans doute, qui permet de montrer qu'à un moment donné, il y a une interférence dans la vie politique de Jaurès, de sa belle famille, une pression qui est exercée en interne. C'est sans doute le seul document qui existe pour l'instant. Sans doute il y en aura d'autres, peut-être un jour d'autres sources vont apparaître. Mais, vous voyez, il est bien difficile en réalité de dire quelles étaient leurs relations. Je vais essayer de vous montrer des documents qui nuancent tout ça. Certes, le beau-père n'avait peut-être pas les idées du gendre, mais ils étaient proches, comme le rappellent ces photos de famille,
hein. C'est la seule photo où on trouve Eugène Bois bien identifié. Hein. Vous voyez, il est ici et il est aux côtés de son gendre. Bon, on est en 1897. Bon. Il y a des réunions de famille. Jaurès vient souvent à Nontron. J'ai pu identifier plusieurs moments où il est présent. Hein. Donc, ils se fréquentent. Madeleine va chez ses grands-parents. J'ai trouvé un magnifique petit article de presse où on raconte une soirée, une après-midi enfantine, dans une famille bourgeoise de Nontron, où Jaurès est la petite Jaurès, Madeleine, elle a 10 ans, elle est l'invitée d'honneur, et on l'habille en mariée, hein, et elle a avec elle des petits-enfants de la petite bourgeoisie locale qui jouent, et il y a un petit compte-rendu, sans doute elle s'en est rappelée adulte, hein, de ce lien. Hein. C'est tout ça pour nous rappeler que c'était aussi une famille, que le grand-père Bois accueillait sa petite fille dans la sous-préfecture, que c'est à la sous-préfecture que naît Louis Jaurès. Alors, on sait que Louise avait des difficultés dans sa première grossesse et qu'elle en a eu à nouveau dans sa deuxième. Hein. Par exemple, on trouve dans l'acte de naissance de Madeleine, on trouve parmi les témoins, il y a un médecin. Vous voyez ? Ça, je l'ai remarqué en regardant l'acte de naissance. Et elle vient sans doute accoucher à Nontron, d'abord parce que Jaurès est très impliqué dans l'affaire Dreyfus à ce moment-là, qu'il est sans doute beaucoup absent du domicile, et être chez ses parents, pour Louise, c'est rassurant, surtout qu'elle a eu des débuts difficiles dans sa grossesse, et elle peut compter sur l'appui sans doute de sa mère et de plutôt de sa mère, hein, Marie Bois, pour s'occuper d'abord de Madeleine, qui est toute petite, hein, qui a 10 ans, et puis aussi, il ne faut pas oublier que la famille Bois est amie avec le maire de Nontron, André Picot, le gendre du préfet du Tarn que je vous ai montré tout à l'heure, qui est médecin. Et je me suis laissé penser que peut-être la présence de ce médecin, cette proximité, était aussi un élément rassurant qui ont amené peut-être Louise à aller accoucher à Nontron et Louis donc à naître à Nontron. On voit l'acte est signé par Jean Jaurès. Voici l'acte de baptême dans l'église Notre-Dame des Ronces de Nontron. Et bizarrement, il n'y a pas la signature de Jaurès. Il n'y a pas la signature de Jaurès dans l'acte de baptême. L'enfant est baptisé le 4 septembre. Il naît le 27 août. Je me suis dit, Jaurès n'est pas là. Il est parti. C'est ce que je me suis dit au départ. Et en fouillant dans les archives d'une famille de notables du Tarn, la famille de Bidour, j'ai trouvé dans les lettres d'Antonin de Bidour, un historien qui était à l'époque doyen de la faculté de Nancy, inspecteur général de l'instruction publique, et qui avait un château à Saint-Pardoux-la-Rivière, le château du Pommier, et dans une lettre à son fils, il écrit qu'il reçoit, le 7 septembre, il reçoit Jaurès, son beau-père, en visite pour manger au château. Hein. Et il écrit cette lettre magnifique, le Jaurès, dont j'ai déploré toujours le socialisme, mais dont j'admire le courage civique et l'éloquence, m'a personnellement beaucoup plu. Parce qu'il n'y a rien dans ses manières, dit dans son langage, qui sent l'après, le port, le désir de paraître. C'est un homme très simple, très modeste, désireux de s'instruire, cherchant consciencieusement à s'expliquer les choses et en cédant nullement à l'éclat ou à l'effet dans la conversation. Tu sais que ce sont là des qualités que j'apprécie hautement, écrit-il à son fils. Je le crois absolument sincère dans tout ce qu'il dit et tout ce qu'il écrit. Il nous a dit des choses bien intéressantes sur l'affaire Dreyfus et sur la façon dont s'est formée à cet égard son opinion. Il est convaincu, comme moi, que quoi qu'on fasse pour étouffer la vérité, elle éclatera victorieusement, et cela sous peu. Vous voyez, cette lettre est merveilleuse. Elle n'est absolument pas connue parce que c'est vraiment une archive privée. Et je le trouve très sincère dans son témoignage. Vous voyez, c'est une approche très humaine de Jaurès ici. Alors, autre élément qui nous montre le lien entre M. Bois et son gendre, c'est la dernière lettre, sans doute, qui nous reste d'Eugène Bois. Elle est écrite le 3 juin 1899. Il meurt le 7 juin. Cette lettre, c'est une lettre qu'il adresse au préfet de la Dordogne
pour lui demander l'autorisation de se rendre auprès de son gendre et de sa fille à Paris. Et c'est en préparant les affaires pour partir à Paris qu'il meurt le 7 juin 1899 dans l'une des chambres de la sous-préfecture de Nontron d'un arrêt cardiaque. Il tombe inanimé et on ne peut pas, bien sûr, le rappeler à la vie. Ces obsèques sont organisées à Nontron, obsèques religieuses, dont la presse rend compte. Jaurès vient à Nontron. On trouve notamment ce journal L'Indépendant du Périgord, journal de Thiviers, avec cette phrase du journaliste qui est allé à la rencontre de Jaurès, qui arrive en gare. En présence du malheur qui vient de frapper la famille de Jaurès, nous avons considéré comme un devoir d'accourir auprès du grand citoyen pour lui apporter la sympathie et les condoléances de tous nos collaborateurs et de tous nos amis. Jaurès nous a serré la main avec émotion, mais dans ses yeux de flamme, nous avons pu voir une énergie et une force invincibles. La vaste poitrine de l'illustre lutteur reste inébranlable devant l'adversité. Jaurès, en ce moment, porte sur ses épaules son peine à faire Dreyfus, et au moment où il publie ses preuves, le poids tout entier de la conscience française, même dans sa douleur, même dans son chagrin, il est superbement brave. Autre témoignage, et je terminerai là-dessus, qui montre le lien d'affection qui pouvait exister aussi entre M. Bois et ses enfants. C'est cette lettre de Louise qu'on trouve dans les papiers de Georges Renard à Paris, à la bibliothèque historique de la ville de Paris. Elle écrit à Madame Renard: « Merci du fond du cœur, oui, vous avez raison. C'est bon de parler à une amie de son chagrin, surtout lorsqu'il est comme le mien, bien profond. Pauvre père, si bon, si affectueux pour nous, voyez, pour ses enfants. » Autre témoignage qui vient contredire un peu ces liens soi-disant mauvais entre le beau-père et le gendre, c'est Alcide Dussolier, le sénateur, qui s'exprime devant le corps du sous-préfet Bois avant qu'il ne soit chargé dans le wagon pour l'emmener à Albi, où il va être enterré au cimetière des Planques. Il écrit: « Que dire, messieurs, de l'époux, du père, ceux parmi nous, qui ont connu la douceur de vivre par moments dans l'intimité de cette famille, savent de quelle tendresse il enveloppait les siens. Quand les exigences de la vie l'en séparaient pour quelque temps, qu'on se dispersait, que les jeunes étaient partis, les jeunes, c'est Jean Jaurès et son épouse, emportant les enfants, Madeleine et Louis, avec eux, quel regret et quelle aspiration incessante à la réunion prochaine. L'heure de cette réunion était venue, c'était hier qu'il devait aller retrouver à Paris les chers absents, et il m'en disait sa joie dans une lettre datée de mardi, la dernière peut-être qu'il ait écrite. Vous voyez, je trouve ces témoignages absolument merveilleux, parce que ça nous plonge dans l'intimité d'une famille, et dans l'affection qu'ils pouvaient se porter les uns aux autres. Voilà, le corps est ramené à Albi, il sera enterré donc au cimetière des Planques. On trouve notamment dans le prix des journaux de l'époque, notamment le Patriote, des comptes rendus avec. Il n'y a pas la messe religieuse a eu lieu à Nontron. D'ailleurs, Jaurès va être attaqué par la presse. Un intransigeant va avoir une campagne calomnieuse contre lui en accusant son attitude au moment des obsèques religieuses. Enfin, c'est une campagne vraiment horrible et injustifiée. Et le corps d'Eugène Bois repose donc aujourd'hui au cimetière des Planques. La tombe, en fait, c'est celle-ci. Je ne sais pas si on voit le curseur, ici. C'est la tombe d'Eugène Bois. Et chose tout à fait émouvante, il est enterré à côté de la tombe de la famille Esquirou. Et là, vous avez le cénotaphe donc, de Jaurès. On n'est pas très loin, en fait, du cénotaphe. On est à proximité. Voilà comment déconstruire peut-être un peu les fake news de cette époque. Voilà ce que je voulais vous dire. Et j'espère que ces informations vous aideront peut-être à mieux comprendre et à mieux cerner Jaurès vivant, Jaurès intime, sur lequel il reste sans doute beaucoup de choses à écrire. Et pour cela, je pense que le recours aux archives, aux sources, aux documents sources sont fondamentaux. Voilà, je vous remercie infiniment en tous les cas.